Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui des réseaux de symptômes en psychopathologie. Alors la question d'abord est de définir qu'est-ce que c'est un réseau de symptômes et en donner un bref historique. Et puis il va ensuite falloir donner les principes théoriques puis les apports cliniques des réseaux de symptômes. Dans un troisième temps, on verra les problématiques actuelles auxquelles répondent les réseaux de symptômes. Pourquoi existent-ils dans le champ de la recherche, du moins en psychiatrie? Et puis, centrer sur un dernier point, ce qu'on pourrait appeler la crise de données, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est un symptôme, qu'est-ce que c'est un de ces nœuds du réseau, et pourquoi ces nœuds, ces symptômes sont-ils agglomérés ensemble. Alors pour faire un bref récapitulatif de l'historique de l'histoire des réseaux de symptômes, eh bien on pourrait dire qu'ils proviennent d'abord des systèmes complexes. Systèmes complexes définis par 4 points, des éléments en grand nombre, en interaction, avec une interdépendance, c'est-à-dire qu'il y a des boucles, un élément en active un autre, qui en active un autre, et en retour, cela forme une boucle, et puis ils sont connectés sans unité centrale et dynamiques dans le temps. Deuxièmement, les systèmes complexes peuvent être intégrés au sein de réseaux. Un réseau, c'est juste un ensemble de traits reliés, un ensemble de ronds reliés par des traits, et donc tout ce qui peut être stocké dans une base de données avec des relations, c'est un réseau, et les systèmes complexes peuvent être visualisés, représentés sous forme de réseau. La théorie des réseaux, c'est un équivalent visuel de la théorie des graphes, qui, elle, n'est qu'un ensemble d'abstractions mathématiques. Et puis, on s'aperçoit que si ces nœuds, on les remplace par des éléments biologiques, eh bien apparaît une biologie des systèmes, qui s'occupe donc des relations entre les éléments biologiques d'un organisme. Et la médecine des systèmes, eh bien, c'est son pendant où les nœuds sont à ce moment-là des entités médicales. Et donc, les maladies pourraient être des réseaux d'éléments biologiques dont l'organisation normale est rompue. Et donc, on voit à droite le dysysome, c'est-à-dire l'ensemble des maladies humaines qui s'entrecroisent et qui sont reliées lorsque elles possèdent des symptômes en commun. Alors, on ne va pas tourner longtemps autour du pot, mais qu'est-ce que les réseaux de symptômes en psychopathologie? On voit que là, on pourrait dire qu'il y a un premier sujet. De S1 à S4, c'est un sujet qui a des symptômes qui ne sont pas activés. Et lorsque survient un événement extérieur, par exemple la perte d'une personne chère, eh bien, la tristesse de l'humeur, les ruminations sont activées, qui, par un effet de domino, va activer, par exemple, S3, qui correspondrait au trouble de sommeil, qui lui-même va, indépendamment de S1 et S2, activer de l'anxiété S4. Et donc on voit en phase 4 que en l'absence, après disparition de l'événement extérieur, eh bien, le réseau peut rester figé, cristallisé autour du trouble, redéfinissant ainsi qu'est-ce qu'un trouble mental. Alors, donnons-en 3 exemples rapidement. Le premier, c'est celui du DSM. Et bien là, chaque nœud correspond à un symptôme issu du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM, et on voit que les symptômes sont reliés de manière très proche lorsqu'ils appartiennent à un trouble. Donc on a un trouble qui est dessiné en jaune, un autre en orange, et puis il y a des nœuds qui sont en commun dans 2 troubles et donc qui forment des symptômes ponts. On peut faire la même chose pour des classifications du sommeil comme on le voit en bas. Deuxième exemple, on ne prend plus des symptômes issus d'une classification, donc des symptômes théoriques, mais vraiment les symptômes vécus par les patients. On les code par exemple de 0 à 10, le rond rouge pourrait correspondre à la perte du contact visuel, le rond vert à, par exemple, le trouble de la communication orale, et là, dans un examen clinique standardisé de l'autisme, ASD, c'est pour trouble du spectre de l'autisme en anglais, eh bien on voit que le réseau n'est pas le même entre les TSA, trouble du spectre de l'autisme avec déficience ou sans déficience. Et on s'aperçoit que chez un grand nombre de patients, lorsque un symptôme augmente, l'autre aussi, par exemple les troubles de la communication orale, le rond vert, et le contact visuel, le rond rouge, sont reliés. C'est-à-dire que lorsque un est présent, l'autre est également présent. Et donc on voit que ce n'est pas exactement le même réseau lorsque on ajoute un facteur comme la déficience intellectuelle. On comprend donc que le lien entre 2 nœuds, il s'agit d'une corrélation, c'est-à-dire d'une relation qui fait évoluer ensemble les différentes entités. Troisième exemple, on peut voir là en 10 temps un réseau qui évolue, donc 10 patients qui sont pris dans le réseau, et puis le rond rouge entoure un carré qui correspond à la thérapie cognitivo-comportementale. Au troisième temps, on voit qu'elle commence à faire effet, c'est-à-dire que le carré va introduire une relation négative vers un des symptômes, c'est-à-dire va faire diminuer le symptôme. Et donc on voit son efficacité au fil du temps, on voit que son efficacité augmente, le trait rouge augmente en intensité, et puis se modifie et surtout modifie le réseau. Et donc on a là un exemple de comment voir la cible d'un traitement thérapeutique ou en tout cas d'une psychothérapie.
Alors une fois qu'on a dit ça, on va aller voir qu'est-ce que vraiment est au fondement des réseaux de symptômes et puis quels sont les apports cliniques, tout simplement. Il y a 4 principes que Borsboom a proposés en 2017. Premièrement, la complexité, c'est-à-dire que eh bien, les troubles psychiatriques, ils sont mieux caractérisés en termes d'interaction de composants. Bon, et ça c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des nœuds, qu'il y a des traits entre eux. Le deuxième, c'est qu'il y a une correspondance entre le composant d'un réseau et les symptômes. Et donc les composants du réseau, ils correspondent aux problèmes, entre guillemets, codifiés comme des symptômes au cours du siècle dernier et tels qu'on les retrouve globalement dans le DSM. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ce qui est, euh, ce qui est intégré dans un réseau, eh bien globalement, c'est un symptôme qui a été intégré dans une classification historique. Troisième point, déconnexion causale directe. Donc là, c'est un terme qui provient des statistiques et qui vraiment permet de dire qu'il y a une causalité entre deux symptômes. Et puis, quatrième point, troubles psychiatriques correspondent aux structures du réseau. Et bien là, ça dit qu'il y a une topologie non triviale, c'est-à-dire que tous les nœuds ne sont pas reliés à tous les autres, sinon le réseau ne servirait pas à grand-chose, mais certains symptômes sont plus étroitement liés que d'autres. Et donc, c'est ce qu'on retrouve, ce qu'on retrouvait dans le graphique représentant le DSM. Il y a des sous-groupes colorés qui permettent d'illustrer que certains symptômes sont regroupés entre eux, agglomérés, et cela forme un trouble. Et puis on a aussi ce qu'on voyait tout à l'heure avec une forme de résilience, de rigidité, de cristallisation du réseau lorsque un événement extérieur a disparu et que le réseau continue de s'exprimer. Alors, derrière ça, quelle perspective clinique? Eh bien, il y a l'intégration de nouvelles données, donc là des symptômes un petit peu différents dans des entités qui sont un petit peu différentes. Donc une évolution des classifications, de la nosologie. Deuxièmement, une interaction entre des symptômes à l'intérieur de la catégorie, c'est-à-dire que vraiment on comprend l'interaction entre les symptômes et pas juste un ensemble non structuré de symptômes. Troisièmement, on peut soit regarder un individu, donc on regarde le réseau juste de Bob ou d'Alice, ou alors on peut regarder tout un réseau, comme on l'a vu avec le TSA, on regarde 185 enfants. Autrement, il y a aussi la possibilité d'inclure à ce niveau-là des éléments biologiques, voire environnementaux, et donc avoir une vision pluraliste, c'est-à-dire à plusieurs organisations du vivant au sein du réseau. Ensuite, la comorbidité, eh bien on va le voir par la suite, mais elle permet de réfléchir sur les réseaux. Elle n'est pas une limite, comme c'est le cas dans le DSM, lorsque la dépression et l'anxiété soit s'opposent, soit doivent être diagnostiquées de manière additionnelle l'un avec l'autre. Et puis, bien sûr, il y a une conception de la maladie et de la vulnérabilité qui est modifiée lorsqu'on conçoit les troubles psychiatriques comme des réseaux de symptômes. Alors, à quelle problématique ça répond en soi? Pourquoi les réseaux de symptômes s'insèrent comme ça dans le champ de la psychopathologie? Bien, pour comprendre ça, il faut comprendre qu'il y a plusieurs systèmes, plusieurs manières de voir la psychiatrie. La première, ça serait de dire oui, en psychodynamie, on a une certaine manière de voir le patient, on peut même le mettre dans une classification. En phénoménologie, on peut le faire différemment, et ce n'est qu'une liste non exhaustive. On pourrait donc aussi citer le DSM avec 9 critères nécessaires pour la dépression, et lorsqu'on atteint un certain seuil de critères, eh bien, le diagnostic est posé. C'est le cas pour d'autres classifications qui ressemblent au DSM, française, chinoise, latine, etc. On peut avoir une vision neuroscientifique, en disant que les troubles, eh bien, ce sont des dysfonctions biologiques. Et ça a été proposé dans les Research Domain Criteria. Et enfin, on peut avoir une proposition mathématique où, en fait, ce sont les statistiques qui vont permettre de regrouper les symptômes les uns avec les autres. Mais au fond, on a envie de se dire quels sont les points communs dans ces différents systèmes. Alors oui, il y a des points communs, et on va voir que ces points communs, ils vont servir à démontrer pourquoi les réseaux de symptômes sont intéressants. Alors, en fait, dans chacun de ces systèmes, on a une donnée, une entité élémentaire, une brique. C'est-à-dire que dans le DSM, on va prendre un symptôme et on va dire, bon, eh bien on va prendre ce symptôme, puis celui-ci, puis celui-là, et donc celui-là, et donc on va les mettre comme faire un tas de briques. Mais en fait, pour vraiment faire un mur, il faut construire un modèle. Un modèle, ça sert à ordonner toutes les entités élémentaires. Et donc on va mettre du ciment. On met du ciment entre les briques, et c'est ça le modèle qu'on construit. Et en fait, la théorie, c'est quelque chose conceptuel qui n'est pas présent dans la maison qu'on est en train de construire, faite de briques et de ciment, mais qui utilise des concepts disant on devrait faire comme ça, on devrait utiliser ce vocabulaire, etc., comme sur le plan d'un architecte. Et donc, les données, les modèles et théories sont présents dans tous les systèmes et bien sûr dans les réseaux de symptômes. Or, on pourrait dire qu'il existe une crise de ces trois éléments philosophiques.
de la théorie, des modèles et des données. En effet, pour reprendre l'exemple du DSM, la théorie sous-jacente à chaque catégorie est de dire il y aurait une essence sous-jacente, c'est-à-dire qu'il y aurait une entité qui, en l'occurrence, serait une dysfonction cérébrale, qui expliquerait pourquoi certains symptômes sont regroupés entre eux. Donc on retrouve la fatigue, l'insomnie, l'anxiété, des problèmes de concentration, on les retrouve ensemble parce qu'il y a une entité commune, la dépression. On ne croise pas dans la rue une dépression, on ne croise pas un patient qui a une dépression, on croise un patient qui a un ensemble de symptômes, et en fait, cette entité commune, elle s'explique parce qu'il y a une dysfonction sous-jacente. C'est quand même un problème. Et parce que y a quand même une réflexion à avoir là-dessus, c'est d'ailleurs ce qui est fait dans des revues comme Théorie en psychologie qui réfléchit sur ça. Et donc on garde en tête que dans les réseaux de symptômes, il va pouvoir y avoir une réponse à ce postulat de l'entité sous-jacente non visualisable. Deuxièmement, au niveau des modèles, eh bien, lorsqu'on prend une catégorie, comme là le trouble dépressif caractérisé, on s'aperçoit qu'il y a des catégories qui se chevauchent. Alors c'est très important de prendre comme cela une catégorie, parce qu'en termes cliniques, ça permet des bonnes prédictions, un diagnostic clair, un bon pronostic, une prise en charge évidente. Au niveau historique, ça a permis de donner de nouvelles valeurs à la santé mentale. Législatif, ça défend les patients. Au niveau politique, c'est une boîte à outils pour les décideurs. Ça permet des remboursements, un accompagnement global au niveau social, voire même l'étiquette, le fait de porter ce diagnostic bien caractérisé, ça permet une désignation des maladies qui est importante pour les patients, voire même des fois salutaire. Mais bien sûr, malgré ces avantages, il y a une comorbidité qui est tellement importante que lorsqu'on regarde dans une étude, par exemple, faite de 4000, s'appuyant sur 4000 sujets, on s'aperçoit que un quart des profils sont uniques. C'est-à-dire qu'il y en a qu'on retrouve que chez 5 sujets, il y en a même la moitié de ceux-là, donc 500 profils de dépression, on retrouve que c'est chez une seule personne. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que derrière la catégorie dépression, qu'on voit à gauche de l'écran, en fait, il peut y en avoir 1000 différentes en fonction de comment on associe les symptômes entre eux. Dernier point, un problème des données. Eh bien là, il y a deux difficultés. On voit que là, les critères pour la dépression, entre les années 50 et 80, ils ont varié. On a eu une première proposition de 8 symptômes, puis 11, puis on est revenu à 9. Et en fait, on se dit, mais pourquoi on a associé ces symptômes ensemble? Eh bien, cette réponse, elle s'entend parce que c'est un avis d'expert, parce que c'est une proposition basée sur des critères d'histoire de la discipline, et en fait, les études de fiabilité ont été réalisées a posteriori. Et encore, une fois qu'on a défini pourquoi cette association devait être réalisée dans une catégorie précise, eh bien, on n'a pas déterminé qu'est-ce que c'était un de ces symptômes, une de ces lignes. Si on prend par exemple l'humeur dysphorique, eh bien en fait, on s'aperçoit que le clinicien va la lire différemment en fonction du modèle, en fonction de la question qu'il pose et en fonction du contexte. Alors, les réseaux de symptômes, eh bien, ils permettent d'apporter certaines réponses à ces trois crises. Et donc, pour le premier, il n'y a pas de postulat. Pour la crise de la théorie, il n'y a pas de postulat d'une entité sous-jacente. Il y a ce qu'on appelle un mutualisme, c'est-à-dire qu'il y a une interaction mutuelle entre les différents symptômes. Et donc, on concentre notre attention sur les symptômes, ce qu'on pourrait appeler une forme de symptomique, sans aller chercher les entités sous-jacentes ou les postuler. Deuxièmement, en ce qui concerne la crise des modèles, eh bien, ces comorbidités sont largement travaillé, analysé dans les réseaux de symptômes, et notamment au travers des symptômes ponts, c'est-à-dire des symptômes qui sont présents dans deux troubles et qui permettent de donner de riches informations sur les interactions entre ces troubles. Et enfin, en ce qui concerne la crise des données, eh bien, j'y reviendrai dessus par la suite, mais cela concerne à la fois pourquoi associe-t-on certains symptômes dans une catégorie et donc dans un réseau, et pourquoi et comment on définit ces symptômes-là. Pour résumer, on voit qu'au niveau des théories, la théorie des réseaux de symptômes propose donc un cas de principe avec un certain mutualisme et redéfinit en cela la santé mentale comme l'état stable d'un réseau faiblement connecté. Deuxièmement, en termes de modèle, il n'y a pas de cause commune qui est postulée et une comorbidité qui peut être gérée avec des mesures globales du réseau, des mesures quantitatives. Et enfin, en ce qui concerne les données, eh bien, on va voir que tout de suite, l'association des symptômes et la définition de ce qu'est un symptôme n'est pas évidente. Si on repose le problème entre comment associer les symptômes, c'est comment choisir les symptômes à intégrer au sein du réseau. Et la deuxième question, c'est mais quelle est la nature des symptômes au sein du réseau? On s'aperçoit que là, le premier problème a été répondu. Dans le principe 4, Borzheim écrivait que les troubles
mentaux, ils correspondent aux structures du réseau, c'est-à-dire que eh bien, certains symptômes sont plus étroitement liés que d'autres, et lorsqu'ils sont très fortement liés entre eux, eh bien, ça explique qu'ils créent une catégorie, un trouble mental. Et donc, les symptômes qui sont présents ensemble au sein d'une catégorie DSM, c'est ce qu'on devrait rentrer dans un réseau particulier. Et par extension, on peut proposer que toute variable dans le jeton externe, la douleur, l'événement extérieur comme la perte d'un proche, etc., peut constituer une entité du réseau, et même que ce qui permet la connexion de symptômes peut lui-même devenir un symptôme. Par exemple, Borsboom donne l'exemple de l'horloge biologique qui génère la relation insomnie-fatigue, et ce facteur, qui est pourtant un processus, peut être inclus dans le réseau. Et donc en fait on en vient à dire, mais pourquoi ne pas intégrer énormément de facteurs non comportementaux dans le réseau, par exemple environnementaux ou biologiques. Pour bien comprendre cela, il faut comprendre qu'est-ce que c'est le nœud d'un réseau, qu'est-ce que c'est un symptôme dans la théorie des réseaux de symptômes. Alors le principe 2 y répond, il dit, eh bien les composants du réseau, ce sont les symptômes qui ont été identifiés dans globalement le DSM. Donc le réseau donné devrait contenir les symptômes qui ont été présentés dans les catégories. Par exemple, état de stress post-traumatique, les 17 symptômes sont présents. Cependant, on pourrait dire, mais en fonction de notre question, on pourrait en introduire d'autres. En vert, on voit donc qu'un psychiatre qui ne s'intéresse pas particulièrement à l'insomnie a besoin de le mettre en tant que tel comme nœud insomnie, mais un médecin du sommeil pour qui l'insomnie peut se différencier en 3 types, pourrait mettre 3 nœuds différents, une insomnie d'endormissement, une insomnie de maintien, une insomnie d'éveil. Et donc, sur quels critères peut-on différencier ces symptômes? Par exemple, avoir le blues et l'humeur triste. Eh bien, c'est une différence d'intensité. Donc, sans doute, devrait-on ne mettre qu'un nœud dans le réseau et dire, eh bien, s'il y a une toute petite tristesse, c'est avoir le blues, s'il y en a beaucoup, c'est une humeur triste, voire un symptôme de mélancolie. Et donc, on ne met qu'un nœud qui varie en intensité. Mais par contre, la difficulté est beaucoup plus marquée lorsque le sens de ce symptôme n'est pas exactement pareil en fonction du contenu. Une idée délirante de persécution, ça ne ressemble pas du tout à une idée délirante de grandeur. Alors pour répondre à cette question, Borsboom a proposé la notion de relation rationnelle entre symptômes. C'est-à-dire que le contenu d'un symptôme, il doit influencer les autres symptômes. C'est-à-dire que ce qui fait un symptôme, c'est ce à quoi il se réfère dans le reste du réseau et pourquoi le reste du réseau lui donne un sens. C'est-à-dire que lorsque les idées de persécution eh bien, sont un nœud, elles augmentent l'anxiété. Donc en fait, ce n'est pas pareil que si des idées de grandeur, qui elles diminuent le contrôle des impulsions, seraient inclus dans le même nœud. Donc globalement, si on prend 2 nœuds différents, il va y avoir 2 influences différentes sur le réseau. Et donc on pourrait dire qu'un nœud, au mieux, c'est ce qui produit une différence de manière minimale. Et en fait, il faudrait donc arriver à trouver les nœuds les plus précis possibles et donc faire un travail de dissection des comportements qui provient non seulement du travail de clinicien, mais aussi d'un travail de vocabulaire. Et avec ça, on peut réintroduire d'une certaine manière le contexte dans la prise en compte des symptômes. Par exemple, quand le fait de se laver les mains, eh bien, ça ne va pas être un symptôme en soi, c'est-à-dire le témoin d'un trouble psychiatrique, si il y a une épidémie d'Ebola, de Covid. Par contre, dans le cadre d'un trouble obsessionnel compulsif, le fait de se laver les mains, toujours trop souvent, eh bien, ça peut devenir un trouble, et du coup, en fonction du sens que ce nœud donne au réseau, il va pouvoir être intégré en tant que nœud. Alors pour résumer, on pourrait dire que on a décrit et résumé l'historique des réseaux de symptômes, ensuite on en a cité les 4 principes fondamentaux, proposé un cadre théorique qui permet d'unifier les différents systèmes, et enfin discuter de ce qu'on pourrait appeler la crise des données, comment associer et quelle est la nature des nœuds au sein des réseaux. Merci de votre attention.